Dans cette présentation, je vais vous parler des carrières souterraines de craie de la métropole lilloise. Et on va regarder un peu quels sont les objets souterrains qu'on rencontre sur notre territoire. Je vous parlerai également forcément des risques qui y sont associés. Je vous parlerai également du patrimoine, parce que ces objets souterrains représentent un patrimoine exceptionnel sur le territoire, avec un véritable intérêt historique. Puis je vous donnerai quelques premiers éléments d'une thèse qui est menée actuellement et qui s'intéresse justement à l'histoire des carrières souterraines. Et on a retrouvé un certain nombre d'éléments, de documents particulièrement intéressants qui parlent de la vie des carrières souterraines de notre territoire. Alors, en introduction, vous dire que la thématique du risque effondrement lié aux cavités souterraines est quelque chose qui concerne particulièrement le département du Nord, puisque 112 communes sont exposées à cet aléa. Et vous avez ici la liste des villes concernées par l'aléa, superposée avec une carte géologique. En vert, c'est là où la craie est affleurante. Et comme par hasard, dans notre département du Nord, là où la craie est affleurante, les hommes ont exploité le sous-sol à des fins de construction des villes. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a pas de petits points sur le Pas-de-Calais? Eh bien tout simplement parce que sur le Pas-de-Calais, nous n'avons pas eu la chance d'avoir un service départemental d'inspection des carrières souterraines. Et donc la connaissance des carrières souterraines est relativement limitée sur ce département, alors qu'il existe très probablement un très grand nombre d'ouvrages souterrains dans le Pas-de-Calais. L'étendue du sujet, à l'échelle de ces 112 communes, c'est 1500 hectares de carrières présumées, et dans ces 1500 hectares, il y en a 1200 hectares de reconnus, c'est-à-dire dont on a la certitude qu'il existe une carrière souterraine. Sur l'arrondissement de Lille, ça représente un volume approximatif de 4,5 millions de mètres cubes de vide. C'est vous donner l'étendue du sujet. Et à l'échelle du département, c'est un mouvement de terrain par semaine qu'il est nécessaire de gérer. Et sur l'arrondissement de Lille, c'est-à-dire les 11 communes du croissant sud de la métropole lilloise, c'est entre 5 à 10 mouvements de terrain qu'il nous faut gérer à l'année. Alors, rapidement, la craie et la géologie. La craie, comment elle s'est formée? Elle s'est formée déjà à une époque lointaine, il y a 75 millions d'années, à l'époque dite du Crétacé. Et ici, sur notre territoire, nous étions dans une mer tropicale peu profonde, avec une richesse faunistique et floristique d'une certaine façon relativement riche. Et parmi cette faune, nous avions une micro-algue qui avait une coquille en carbonate de calcium. Et cette coquille, quand cette algue venait à mourir, sa coquille se déposait au fond de l'océan. Et c'est ainsi que la craie se forma. Donc la craie, elle a une origine animale. Et quand on prend un bout de craie et qu'on passe au microscope électronique, eh bien, on va voir ces anciennes coquilles qui forment la craie. Aujourd'hui encore, il y a des zones de sédimentation sur la pointe de la Bretagne, et probablement que quand nous reviendrons dans 15 millions d'années, nous aurons peut-être de belles épaisseurs de craie qui se sont formées. Pour avoir une petite idée, pour faire 10 cm de craie, c'est à peu près 1000 ans de sédimentation. Et ici, là où je vous parle, nous avons à peu près 70 mètres
d'épaisseur de craie. Donc ça vous laisse imaginer le temps qu'il a fallu pour former ce matériau. Quand on a donc la période du Crétacé, hein, donc il y a 65 millions d'années, et quand vous prenez une coupe d'ouest en est, eh bien, au niveau du mont Deka, vous n'avez pas de carrière souterraine parce que la craie est bien trop profonde et à cette époque, les hommes n'avaient pas les moyens techniques d'aller chercher ce matériau aussi proche. Alors que chez nous, dans ce qu'on appelle le dôme du Mélantois, là où la craie est en surface, eh bien, il a été aisé pour les hommes d'aller chercher la craie. Ici, nous sommes sur le quartier de l'île Sud, ville de Los, à cheval entre les deux territoires. Si vous preniez une pelle et que vous faisiez un trou, vous auriez à peu près 2 mètres de terre végétale, limon, et très rapidement, vous rencontriez la craie. Donc une craie qui est vraiment très très proche de la surface. Alors, quand on parle de carrière souterraine de craie, il faut savoir que c'est une forme particulière de cavité. Il existe d'autres typologies de cavités qui représentent un vide et qui peuvent aussi représenter un risque pour les populations. La première des cavités, c'est la cave, du latin cavus, qui veut dire creux, qui est une forme anthropique d'origine humaine. Vous avez tous des caves ou bas chez vous, mais dès le Moyen-Âge, les humains vont construire des caves. Et ces édifices souterrains, comme ici, vous avez une belle cave médiévale, avec le temps, peuvent se dégrader et générer des effondrements. Ça arrive malheureusement assez fréquemment sur certains territoires. Deuxième type de cavité qu'on peut rencontrer, ce sont les souterrains civils. Ici, vous avez un magnifique exemple à Le Cateau. Les souterrains civils, c'est quoi? C'est une cavité à usage collectif qui va servir à stocker des denrées alimentaires ou des biens pour les mettre à l'abri des pillages. La plupart du temps, ces ouvrages souterrains sont accessibles depuis la surface ou depuis l'intérieur d'un édifice. Et donc là aussi, ces ouvrages souterrains peuvent, avec le temps, se dégrader. Vous avez ici un bel exemple de souterrain civil sur la ville de Combray. Je vais vous faire un petit peu voyager dans la région au cours de ma présentation. Une autre forme de cavité, ce sont les boves. Alors, qu'est-ce qu'une bove? J'ai pour habitude de dire que la bove, c'est le premier outil d'évasion fiscale inventé dès le Moyen-Âge. Donc, les boves, c'est quoi? Ce sont des extensions de caves qui ont été réalisées par les habitants. Ces extensions sont généralement faites à l'intérieur des limons. Et pourquoi c'est l'évasion fiscale? Puisque souvent, dans les territoires où il y avait une culture du textile, les gens avaient des métiers à tisser dans leurs caves. Le roi taxait en fonction du nombre de métiers à tisser. Si on voulait augmenter sa production, on créait une extension, on mettait de nouveaux métiers à tisser dans cette extension, et bien évidemment, on ne le déclarait pas au roi, et on générait comme ça du revenu qui n'est pas soumis à l'impôt. Je vais vous donner un exemple. Voilà un exemple de bove. Donc vous avez engrisé la maison, la cave qui est matérialisée, puis une extension, une excroissance de cette cave directement dans les limons qui soumine à la fois le domaine public mais également la propriété de la maison. Comme c'est fait directement dans les limons, l'état de stabilité et de conservation peut être qualifié de précaire et souvent dans le Cambrésis, il y a souvent des effondrements liés à ces boves qui sont encore aujourd'hui pas toutes recensées. Autre
typologie de cavité. Pour l'instant, je ne vous ai toujours pas parlé de carrières souterraines. Vous avez les souterrains refuges. Les souterrains refuges, qu'on appelle également muches en Picardie, vont servir aux villageois pour se mettre à l'abri des exactions, puisque sur notre territoire, on va être à la croisée des barbares du Nord et des barbares du Sud, et donc les populations vont chercher par tous les moyens à s'abriter. Et parmi ces moyens, eh bien, c'est se cacher sous terre. Et comment vont-ils faire? Ils vont creuser des galeries, cette fois-ci dans la craie, à 10-20 mètres de profondeur. La descente se fait par le biais d'une descendrie, c'est-à-dire une pente douce qui amène directement dans l'édifice souterrain. Et l'édifice souterrain, c'est une galerie qui est connectée à des petites salles. Et les salles peuvent soit avoir des fonctions, je stocke les denrées alimentaires, je stocke les animaux, soit les salles peuvent être nominatives au nom des familles qui vont venir se réfugier dedans. Alors je vous ai mis un petit exemple d'un souterrain refuge où l'entrée se fait là-haut et vous voyez, c'est une succession de quelques galeries avec des petites salles qui y sont connectées. Voilà un exemple dans une commune où vous avez un souterrain refuge. Son entrée se fait par un escalier et vous voyez que le souterrain refuge va zigzaguer entre le domaine public et le domaine privatif. Et bien évidemment, ces souterrains sont faits dans la craie. Avec le temps, ça va se dégrader et ça peut amener à des désordres plus ou moins fâcheux en surface. Sur ces souterrains refuges, il y a souvent un fort intérêt patrimonial parce qu'on va y retrouver des inscriptions très anciennes et donc il y a aussi un patrimoine à protéger. Autre type de cavité, plus contemporaine, cette fois-ci à vocation militaire. Vous connaissez tous Vauban, architecte militaire de Louis XIV, qui va, lui, comprendre l'intérêt de faire des ouvrages souterrains à des fins militaires, ni plus ni moins pour permettre le déplacement de troupes d'un point A à un point B en toute sécurité, mais également de profiter de ces ouvrages souterrains créés pour pouvoir stocker notamment les poudres servant au canon ou encore à la recharge des fusils. Un exemple, voilà un souterrain militaire de type Vauban qui permettait aux troupes de passer d'un point A à un point D en toute sécurité. Un autre ouvrage militaire toujours de type Vauban. Si on continue avec les ouvrages militaires, on va retrouver également les sapes de guerre qu'on va retrouver sur toute la ligne de front, un peu plus de 800 km de ligne de front. Les sapes de guerre, elles ont deux fonctions. Elles permettent aux soldats de passer de la première tranchée à la deuxième tranchée en toute sécurité sous terre. Donc ces sapes de guerre sont creusées directement dans la craie, avec parfois un étayage en bois, mais le bois en milieu humide, c'est pas très pérenne dans le temps. Ça, c'est la première fonction de la sape de guerre. Et la deuxième fonction de la sape de guerre, c'est de venir sous-miner la tranchée de l'ennemi. Donc on va venir creuser jusqu'à atteindre la tranchée de l'ennemi. On va bourrer d'explosifs, on fait exploser, et d'un seul coup, la tranchée ennemie s'effondre. Cette technique militaire a notamment été utilisée sur le front russe-ukrainien, où les Russes ont redécouvert le principe de la sape de guerre de 14-18. Alors, ces sapes de guerre, vous en avez un exemple sur une commune. Donc, vous voyez un réseau de galeries souterraines. Ouvrage militaire plus contemporain, entre deux guerres. Vous savez tous et toutes qu'à la sortie de la Première Guerre mondiale, l'État français va s'engager dans la mise en œuvre de la fameuse ligne
Maginot. Sur cette ligne Maginot, il va y avoir un grand nombre d'ouvrages militaires qui vont être construits, dont des ouvrages militaires souterrains, donc en béton armé. Nous, sur l'arrondissement de Lille, va être construit ce qu'on appelle la défense passive de Lille. Et donc, on va profiter des carrières souterraines existantes pour créer des bunkers souterrains visant à mettre à l'abri la population en cas de bombardement. On a réussi, nous, à en préserver quelques-uns sur le territoire. Un autre exemple de ces souterrains refuges, vous ne le savez peut-être pas, mais l'hôtel de ville de Lille comporte 2 niveaux de sous-sol. Et le deuxième niveau de sous-sol, ce n'est ni plus ni moins qu'un bunker qui était là pour permettre à la population de venir se réfugier en cas de bombardement. Donc, vous voyez, quand je vous parle de beaux objets souterrains, vous voyez la dimension de ce dernier, c'est quelque chose de relativement conséquent. Donc, vous voyez, quand je vous parle de cavité, je peux vous parler déjà d'un certain nombre d'objets souterrains. Si on s'intéresse maintenant aux carrières souterraines de craie, qui sont une forme particulière de cavité, là aussi, il est important à avoir en tête que les formes d'exploitation souterraine vont évoluer au fil des siècles. Chez nous, on a plutôt souvent l'habitude de dire nos carrières souterraines, ce sont des catiches. C'est une forme particulière de carrière souterraine. Il n'y a pas que cela sur le territoire métropolitain. Il y a d'autres formes de carrières souterraines et je vais vous les détailler. La première des carrières qu'on va rencontrer sur le territoire métropolitain, c'est la carrière qu'on qualifie de type galerie. C'est d'ailleurs souvent des carrières sur lesquelles il est relativement peu agréable de circuler à l'intérieur, puisque vous êtes toujours le dos courbé, et ce sont des ouvrages dont l'état est souvent particulièrement dégradé. C'est des ouvrages aussi qui sont particulièrement anciens. C'est probablement la date des premières exploitations souterraines. C'est du XIe, XIIe siècle. Donc, ce sont des objets qui ont quasi plus de 1000 ans. Alors, schématiquement, je reviendrai là-dessus, le principe est le suivant. Vous faites un puits circulaire que vous descendez à 8-12 mètres de profondeur, puis ensuite vous exploitez à l'horizontale. Donc vous exploitez quoi? Des galeries, et de temps en temps vous retournez à droite et vous refaites une galerie, puis vous retournez à gauche, vous refaites une galerie, et ainsi de suite. Ce sont des ouvrages pour lesquels la quantité de matériaux extraits est relativement faible. On peut faire largement beaucoup mieux. Ici, sur ce type d'édifice souterrain, on n'a extrait que 20% de matériaux. Vous allez voir, on va faire beaucoup mieux. Ce type de carrière, elle n'est pas là pour sortir des blocs de craie qui vont servir à construire la cité. Ce type de carrière, c'est on sort de la craie en vrac pour fabriquer la chaux, qui est l'élément fondamental du ciment, puisque, comme vous le savez, sans chaux, point de ciment. Alors, vous en avez un exemple ici sur une commune. Je cache le nom de la commune, puisque je vous mets des plans complets de carrières souterraines. Donc là, ici, sur une commune où on a une carrière de type galerie, je la connais, cette carrière. Alors, elle n'est pas sur l'arrondissement de Lille. Ne la cherchez pas ici, vous ne la trouverez pas. Et cette carrière, elle est globalement dans un état géotechnique que je pourrais qualifier d'inquiétant. C'est-à-dire qu'on commence à devenir limite
à faire circuler des humains dans cet édifice souterrain. Arrive ensuite la chambre et pilier, qu'on appelle aussi par pilier tourné, mais chez nous c'est plutôt chambre et pilier tourné, c'est un terme plutôt qu'on va usiter sur Paris. La carrière de type chambre et pilier, alors vous avez ici quelques images venant illustrer les édifices. Comme je le dis souvent, le monsieur n'est pas un nain. Le principe, il est le suivant. On refait un puits et on va exploiter des chambres et on va laisser des piliers pour tenir le dessus, et ce, de façon plus ou moins ordonnée. Sur ce type de carrière, on taille des blocs de craie qu'on va remonter par les puits, puis ces blocs de craie vont être envoyés pour la construction de la cité. Ces blocs de craie, ils ont une dimension standard, parce que vous imaginez si chaque carrière sortait des tailles de blocs différents, ça serait compliqué pour construire un bâtiment. Et donc on va avoir des dimensions réglementaires sur notre territoire, c'est-à-dire des blocs de craie 40 par 20 par 17 cm. Donc c'est déjà des beaux bébés qui font une vingtaine, trentaine de kilos. Comme ces blocs de craie sont taillés au fond de la carrière, eh bien, nous allons avoir énormément de déchets de taille qui vont, au fur et à mesure de l'exploitation, s'accumuler dans l'édifice souterrain. Et ces déchets de taille, dans notre jargon à nous, on les appelle les remblais de pieds. Alors, voilà un exemple d'une carrière de type chambre et pilier. Et donc, est-ce qu'il fait laser? Non, il ne fait pas laser. Voici les piliers et voici les chambres qu'on a exploitées, d'où l'expression chambre et pilier. Et dans cette carrière, on va avoir des puits d'extraction qui vont permettre de sortir les matériaux. Alors bien évidemment, les carriers n'en font pas qu'un, parce que vous imaginez, si vous êtes tout en haut là-haut et que vous devez ramener vos pierres taillées pour les remonter à la surface, c'est trop compliqué. Donc on va faire régulièrement des puits d'extraction qui permettront de remonter les matériaux. Ce qui est intéressant ici, sur ce plan, donc vous avez le dessus superposé avec le dessous, et bien tout ce qui est en hachuré, eh bien voilà, vous avez des maisons qui vivent au-dessus du vide, tout comme vous avez une école qui est suspendue au-dessus du vide. Autre typologie de carrière qu'on peut rencontrer, alors c'est vraiment à la marge chez nous, on va beaucoup le rencontrer sur l'arrondissement de Paris, c'est la technique dite des hagues et bourrages. Donc c'est quoi les hagues et bourrages? Donc c'est toujours de la carrière de type chambre et pilier, et on va utiliser les déchets de taille pour bourrer des chambres, c'est-à-dire pour supprimer ou tenter de supprimer le vide qu'on a formé, et on va laisser des chemins de passage grâce à des hagues qui vont permettre de circuler dans la carrière. Ce que je ne vous ai pas dit dans l'exploitation en chambre et pilier, c'est que sur l'exploitation en chambre et pilier, le rendement est relativement médiocre, puisque dès que vous taillez la pierre, elle se casse très facilement, et donc vous avez des rendements de l'ordre de 50%. Par contre, la quantité de matériaux qui est extrait du sous-sol est là beaucoup plus importante que l'exploitation précédente, et on va être dans des taux de
60, 70% de matériaux qui ont été extraits du sous-sol. Dit différemment, ça veut dire que vous avez 30 à 40% de matériaux en place pour tenir le dessus. Ça, c'est toujours une carrière dite en chambre et piliers, et cette fois-ci, c'est beaucoup plus ordonné. Donc nous, quand on voit ça, on peut déjà vous dire que c'est relativement contemporain. C'est du XVIIIe siècle, alors que sur le plan précédent, on est là vraiment clairement dans le Moyen-Âge, XIIIe, XIVe siècle. Sur notre territoire, sur l'arrondissement de Lille, en termes d'exploitation souterraine, on a à peu près 1000 ans d'exploitation souterraine. Ça a probablement démarré au XIe siècle. Je dis probablement parce qu'on n'a pas la certitude. On a des faisceaux d'indices qui nous laissent penser que ça a démarré au XIe siècle, en tout cas sous terre. Et on sait la fin des exploitations, c'est fin du 19e, début du 20e siècle. La plus attendue des carrières souterraines, l'exploitation dite Catiche, qui est une exploitation qui est apparue à la fin du XVIIIe siècle, avec une apogée d'exploitation au XIXe siècle. Et cette forme d'exploitation, elle est unique au monde et elle se trouve sur l'arrondissement de Lille. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel que nous avons chez nous. Alors l'exploitation de type Catiche, vous avez quelques photos d'ambiance. La coupe d'une Catiche, elle est la suivante. Vous faites un trou circulaire au démarrage de la Terre, et dès que vous quittez la Terre pour rencontrer la craie, vous évasez et vous descendez jusqu'à 10-15 mètres de profondeur. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez refaire la même chose un petit peu plus loin. Et histoire de récupérer un peu plus de matériaux, vous allez connecter la première Catiche que vous avez réalisée avec la deuxième Catiche. Et on peut faire ça à l'infini. Chaque Catiche est donc, en théorie, connectée à 4 autres Catiches. Alors ça, je passe, c'est le texte que je viens de vous lire. Sur ce type d'exploitation, on sort de la craie en vrac. On est vraiment dans l'industrialisation de l'exploitation de la craie sous terre. Et cette craie en vrac, elle a deux principaux usages. Fabriquer de la chaux et faire de l'amendement dans les sols agricoles. Cet amendement, il a deux intérêts. La craie contient un tout petit peu de phosphate. Le phosphate, c'est un engrais naturel qu'on va pouvoir enrichir ainsi les sols, et vous pouvez également stabiliser le pH du sol. Là, vous avez bien un exemple d'une exploitation de type Catiche réalisée de façon industrielle. Donc, vous avez ici une première Catiche connectée à une autre, à une autre, à une autre, à une autre. À la fin de l'exploitation, et ça c'est valable pour toutes les carrières souterraines, à la fin de chacune des exploitations, on va fermer les puits d'extraction avec une technique qui est là aussi intéressante, avec une technique de ce qu'on appelle de pierre en encorbellement. C'est-à-dire qu'on va tailler des pierres, on va faire autour du cercle un premier tour, on va poser un tiers de la pierre dans le vide, 2 tiers sur le plat, on fait un premier cercle. Puis au-dessus, on vient faire un deuxième cercle. Et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on ne puisse plus faire de cercle. On vient poser la dernière pierre et on recouvre de terre. Et ni vu ni connu, vous ne savez que vous avez exploité votre sous-sol. Et moi, je trouve ça assez fabuleux que pendant 1000 ans, ce soit la même technique de fermeture
qui ait été utilisé. C'est assez extraordinaire parce que vous n'avez, pour l'instant, nous n'avons retrouvé aucun écrit qui vous dit comment fermer un puits d'extraction. Donc on est là clairement sur une transmission orale qui va perdurer pendant plusieurs siècles. Ce mode de fermeture, on va aussi le retrouver 2000 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie, et sur des bâtiments anciens, on va retrouver ces techniques de fermeture. Alors, y a-t-il eu un Lillois qui aurait fait un voyage en Mésopotamie pour venir transmettre un savoir? Allez savoir. Voilà, vu du dessous, cette fameuse fermeture que nous, on appelle le bouchon de fermeture, et donc on voit bien ces pierres qui sont posées un tiers dans le vide et 2 tiers sur le plein. Dites-vous que si par-dessus, si vous enlevez proprement la terre, le bouchon de fermeture aurait la forme d'un igloo. Et donc le bouchon, c'est une œuvre qui fait 1 mètre, 1,50 m de hauteur. Alors à chaque fois, je vous ai parlé de la limite d'exploitation. Je vous ai dit, voilà, on descend à 10, 12, 15 mètres de profondeur. Vous allez me dire, mais pourquoi on ne descendait pas plus profond? Il y a 2 raisons qui font qu'on n'a pas pu exploiter sur notre territoire de façon plus profonde. La première, elle est d'ordre hydrogéologique. On a la nappe de la Craie chez nous, et cette nappe de la Craie, bien justement, on va la rencontrer 12-15 mètres de profondeur. Et donc, comme les carriers, ils ne savaient pas exploiter en présence d'eau, ça a été une première limite. La deuxième limite que les carriers vont rencontrer, c'est qu'à partir de 12-15 mètres de profondeur, voire parfois un peu plus profondément sur certains secteurs, vous avez une couche de craie qu'on appelle le banc de thym. C'est une couche de craie qui est très riche en phosphate, mais qui est aussi particulièrement dure. Et avec les outils de l'époque, ils ne savaient pas extraire ce matériau. Et donc, ces 2 raisons font que chez nous, on s'arrête à un étage de carrière souterraine, alors que sur d'autres territoires, comme par exemple à Paris ou encore à Laon, vous pouvez parfois avoir une carrière sur un premier niveau, puis une deuxième carrière sur un deuxième niveau, voire même un 3e niveau de carrière, soyons fous. Sur les catiches, la quantité de matériaux extraits est elle aussi importante, vous le voyez sur le plan, et on est aussi de l'ordre de 70% de matériaux extraits du sous-sol, et il ne reste plus donc que 30% de matériaux en place pour tenir le dessus. Quelques photos de catiches, et je vous ai ramené une petite vidéo d'une petite circulation dans une catiche. Donc c'est pas très loin d'ici. Faut savoir que dans certains secteurs, on peut dénombrer par carrière jusqu'à 1000 catiches. Donc c'est pour vous dire l'étendue. Ici, on est dans un secteur que je trouve patrimonialement remarquable. Ce sont probablement les plus belles catiches au monde. Elles font quasi 18 mètres de hauteur. Donc on est là sur de l'ouvrage souterrain de taille XXL. Elles sont majestueuses et j'espère qu'un jour on arrivera à ouvrir de façon pérenne et en toute sécurité un accès pour qu'il puisse y avoir des visites comme il se fait sur d'autres territoires de la France. Elles sont vraiment remarquables, ces catiches.
Alors vous le percevez peut-être pas là, mais il y a réellement un effet waouh quand on est dans ce type d'ouvrage souterrain. Je continue la présentation des typologies de carrières. Autre forme d'exploitation que là on va rencontrer principalement sur LM, un petit peu le Zen, mais également sur Villeneuve d'Ascq, c'est la carrière dite de type mixte. C'est quoi la carrière de type mixte? C'est de la chambre épilier, mais avec un très grand nombre de puits d'extraction. Et ces puits d'extraction ressemblent un petit peu à des catiches. Et donc ce type d'exploitation, elle est probablement apparue 18e, 19e siècle. Et sur ce type d'exploitation, là on fait tout. On sort de la craie en vrac pour fabriquer de la chaux, mais on sort également des blocs de craie pour construire la cité. Ça, je passe le texte. Voilà, photo d'ambiance, alors vous voyez moins bien. Moi, j'arrive à me représenter parfaitement ce que ça représente. Et enfin, alors je vous rassure, on n'en a pas sur la métropole lilloise, mais on peut en retrouver ailleurs. L'exploitation de la craie de type marnière. La marnière, c'est quoi? C'est un trèfle à 4 feuilles souterrain. Donc vous avez, je vais vous montrer tout de suite la coupe, vous avez un puits central, et ce puits central est connecté à 4 chambres. Ce type d'exploitation, c'est on exploite la craie à des fins agricoles. Et donc en Seine-Maritime, des marnières, il y en a à foison. Et bien évidemment, à la fin de l'exploitation, on referme l'entrée du puits central, on recouvre de terre, et ni vu ni connu, vous ne savez que vous avez exploité son sous-sol, puisque les carriers ne se sont jamais amusés à faire des plans des carrières souterraines. Ce n'est que bien plus tard qu'on va s'amuser à réaliser ceci. Donc vous voyez, quand je vous parle cavité, je peux vous parler plein de choses. Les carrières souterraines de craie sont une forme particulière de cavité, et à l'intérieur des carrières souterraines de craie, eh bien, je peux avoir plein d'objets complètement différents. Donc bien malin celui qui arrive lors d'un effondrement et qui est capable de vous dire ben oui, c'est dû à ça. Alors bien évidemment, après l'arrêt des exploitations, les carrières souterraines vont connaître un regain également d'activité pour les générations suivantes. Elles vont être réutilisées par les militaires. La carrière la plus connue, les carrières les plus connues sont les carrières d'Arras, la carrière dite Wellington. Petite parenthèse historique. L'état-major français, avant de lancer l'offensive du chemin des dames, veut lancer une contre-offensive, en se disant on va faire diversion sur la ligne de front d'Arras, comme ça, à notre chemin des dames, nous les aurons. Le principe va être le suivant, sur Arras, vous avez des carrières qui sont de typologie chambre et pilier. Il y en a un grand nombre. Et l'idée ici va être de faire venir des mineurs néo-zélandais pour connecter les carrières les unes entre les autres. Et ça tombe bien, la dernière carrière, elle arrive à proximité immédiate de la ligne de front. On va cacher 20 000 hommes sous terre. Et le jour de la contre-offensive, il y a 20 000 hommes qui vont sortir de terre, surprendre les premières 48 heures l'armée allemande. Assez rapidement, l'artillerie allemande sera positionnée, écrasera tout ça, et on décidera quand même de faire le chemin des dames, qui, comme vous le savez, est aussi notre véritable boucherie. C'est visitable aujourd'hui. Il suffit juste de s'inscrire. Il ne faut
passer par l'Office du tourisme. Il y a un intérêt patrimonial fort, puisque les soldats, avant le lancement de l'offensive, il va bien falloir tuer le temps. Et donc, on va faire des dessins, des gravures dans la carrière souterraine. Et je vous invite vraiment à aller les visiter. On vous raconte une très belle histoire, alors axée sur la guerre 14-18, mais c'est vraiment superbement bien fait, avec une très belle scénographie à la clé. Chez nous, ce sont les populations civiles qui vont se réapproprier ces ouvrages souterrains pour se mettre à l'abri lors des guerres, 1870, 14-18, 39-45. On va d'ailleurs retrouver les traces de résistants qui vont se cacher en 39-45 dans les carrières souterraines. La première chose que va faire l'armée allemande en 14-18 sur notre territoire, c'est de piquer tous les plans des carrières souterraines du département du Nord. Et donc nous, au bureau, on a un cahier qui est écrit intégralement en allemand, avec l'aigle allemand de leur armée. Et voilà, on recense de façon méthodique toutes les carrières souterraines, parce qu'ils imaginent que cela peut avoir une fin militaire intéressante pour eux. Petite parenthèse, je reviens à mes populations civiles. On va retrouver là aussi, d'un aspect patrimonial, un certain nombre d'inscriptions. Vous avez peut-être ici un de vos aïeux qui a laissé la trace sur le mur de la carrière. Comme il faut tuer le temps quand on attend le passage d'un bombardement, bien évidemment, des réaménagements vont être réalisés par les populations civiles. Ici, à l'île Sud, on a certaines carrières souterraines qui ont été complètement aménagées par les populations civiles, et donc on a des restes de lits, de l'électricité aussi qui fut descendue dans la carrière souterraine. On électrifie et on va essayer de tuer le temps comme on peut pour se protéger. Activité agricole, chez nous on va rencontrer deux principaux produits, la culture du champignon et la culture de la barbe de capucin. À la fin des années 50, vous avez un très grand nombre de carrières sur le territoire qui vont avoir une activité agricole souterraine. Alors c'est une activité agricole qui est physique, contraignante, puisqu'il vous faut descendre du purin de cheval pour pouvoir ensemencer et faire cultiver, parce que si vous tentez un ensemencement de la craie, vous allez pouvoir attendre un certain temps. Donc c'est physique, c'est contraignant. Aujourd'hui, il ne reste plus que 2 agriculteurs sur le territoire. Un à Los, pas très loin d'ici, qui cultive encore de la barbe de capucin, et un à Hélène, qui cultive et commercialise des champignons. Je ne peux que vous inviter à les soutenir, puisque ce sont les 2 derniers agriculteurs souterrains, avec là aussi un vrai savoir-faire. Et donc c'est aussi une richesse patrimoniale. Autre usage des carrières, c'est un usage qu'on a découvert relativement récent dans l'histoire de la connaissance des carrières souterraines, c'est l'utilisation de ces édifices souterrains pour l'hibernation. Alors, vous allez me dire, mais comment rentre-t-elle? Eh bien, en fait, en général, elle rentre quand un effondrement n'a pas été recensé, cartographié, il y a un accès libre, et les chauves-souris vont utiliser cet espace pour hiberner du mois d'octobre au mois d'avril, mars. Et chez nous, on a plusieurs espèces de chiroptères qui viennent s'abriter dans les carrières souterraines, dont une espèce qui est relativement rare chez nous, qui s'appelle le murin à oreilles échancrées. C'est la seule colonie de la métropole lilloise qui est recensée. C'est une colonie de 100 individus seulement. Il
faut savoir que ce sont des animaux fragiles dans le sens où une femelle donne une naissance par an seulement, et à la naissance, vous avez une mortalité de 50%. Aujourd'hui, ce qui est fondamental, et c'est un message que nous avons du mal à faire passer, malheureusement, il est fondamental de ne pas déranger ces animaux en hibernation, ce qui veut dire que les fêtes en carrière souterraine dans les endroits où il y a des chiroptères qui hibernent, c'est juste pas possible. Malheureusement, il y a encore des fêtes qui sont organisées dans les carrières souterraines, dans les secteurs où les chauves-souris hibernent. C'est catastrophique parce que quand l'animal est réveillé en phase d'hibernation, c'est la mort assurée de l'individu. En fait, elle se réveille, elle vient manger la totalité de l'énergie qu'elle a stockée en elle. Comme autour d'elle, il n'y a rien à manger puisque c'est en période hivernale, l'animal va mourir de faim. Et donc sur une colonie de 100 individus, si par la fête ou le dérangement, parce que c'est ça le gros problème pour les chiroptères, c'est le dérangement pendant la période d'hibernation, si vous venez tuer 30 individus de cette colonie pendant l'hibernation, le retour à la normale, il est quasi impossible, et donc c'est la disparition de cette colonie. Donc cette année, nous, on est en plein comptage, comme tous les ans. On fait des comptages hivernaux avec la coordination mammalogique du nord de la France. Nous avons 5 sites identifiés où nous avons de l'hibernation de chauves-souris. Alors après, on aime ou on n'aime pas la biodiversité, mais ayez en tête qu'elle joue un rôle écologique majeur, puisque cette petite bête qui fait moins de 10 grammes vous mange chaque nuit 2000 moustiques. Donc c'est plus puissant qu'un insecticide. Et donc elles jouent un rôle de sentinelle. Et je vous rappelle que ce sont les seuls mammifères volants de la planète. Et donc il y a un enjeu majeur à les protéger. Voilà quelques belles photos de chiroptères en train d'hiberner. Et vous voyez, il y a des sites où on compte plutôt des évolutions en croissance et certains sites où malheureusement nous avons du dérangement des espèces parce qu'il y a des gens qui font des fêtes dans les carrières où les chiroptères hibernent. Et donc ça, c'est vraiment problématique. Alors, les carrières, l'utilisation des matériaux extraits, comme je vous le disais, la pierre de construction. Et donc là, quand vous circulez dans la ville, eh bien, vous allez voir plein d'édifices qui sont construits à base de pierres de craie. Donc ici, sous terre, vous avez ce qu'on appelle le front de taille. C'est là où les carriers extrayaient la craie. Ça donne une petite idée à voir de comment ils faisaient. Sous terre, ils faisaient des saignées verticales, des saignées horizontales, puis ils faisaient tomber un énorme bloc de craie qu'ils allaient ensuite tailler au fond de la carrière pour être ensuite remontés à la surface. C'est une petite idée ici des blocs de craie qui vont être de nouveau recoupés en deux, mais vous voyez la taille. Et ça vous donne aussi une petite idée de la difficulté de ce métier. Bien, quand vous circulez sur le territoire, voilà des exemples. Vous avez des fortifications issues de blocs de craie. Et donc quand vous voyez des bâtiments avec qui a utilisé des blocs de craie, dites-vous que pas très loin, il y a forcément de la carrière souterraine qui se cache quelque part dans le secteur. Ici, une église, certains la reconnaîtront peut-être. Là, un château.
ou encore une ferme dite en rouge barre, cette alternance de briques et de craie. Ici, vous êtes à Fèche-Tuménil et pas très loin de là, vous avez une carrière en chambre et piliers qui a été utilisée pour probablement alimenter la construction de cette ferme. Ici, une habitation ou encore un ouvrage militaire, la citadelle de Vauban, qui a utilisé un nombre astronomique de blocs de craie. On parle de 2 à 3 millions de moellons de craie qui ont été nécessaires à la construction de la citadelle. Les moellons de craie se sont cachés derrière les parements de briques de la citadelle. La fabrication de la chaux, eh bien là aussi, quand vous vous baladez, si vous voyez rue du Four à Chaux, je peux vous assurer que pas très loin, il y a de la carrière souterraine. Un exemple de voilà à quoi ressemble un four à chaux, c'est calcination de la craie. L'amendement agricole, alors sur la photo on ne va pas très bien le voir, on dirait un peu de la neige, c'est de la craie qui a été répandue sur le champ. Alors voyage un petit peu dans les carrières souterraines de la métropole lilloise, je vous ai mis quelques photos d'ambiance, ici on est à Fèche-Tuménil. On a des choses originales en termes de construction, c'est un pieu ancien, on va dire, et au-dessus, il soutient la fondation de la maison. Ça, c'est un particulier qui a transformé une partie de sa carrière qui soumine sa propriété en une salle des fêtes. Pourquoi pas? Vous voyez, là, c'est des endroits où on a des chutes de ciel, et ça, c'est des phénomènes que nous, on va surveiller, puisqu'ils peuvent, à terme, remonter à la surface et, justement, provoquer des effondrements. Quand je vous disais patrimonial, ben là, vous avez un bel exemple d'un écrit ancien qui est gravé dans la craie de 1792. Donc ça, pour nous, ça a une valeur historique et patrimoniale importante. À l'Équin, quelques photos d'ambiance. À Leuzen, qui est un site là aussi où on peut retrouver ce type d'inscription « Vive le roi », Louis XIV, qui est gravé dans la craie. Alors cette inscription patrimoniale, pour pouvoir la voir, ça se mérite parce qu'elle est à proximité immédiate d'un rejet d'eau usée. Donc il faut traverser la zone de rejet d'eau usée pour pouvoir voir cette inscription patrimoniale. Quelques photos d'ambiance, voilà. On a de toute taille sur les fermetures des puits d'extraction. Là, vous avez quelque chose d'un peu plus conséquent, mais on a des fois encore plus grand. Quand on regarde l'ouvrage, on se dit waouh, le temps qu'ils ont dû faire pour pouvoir construire cette voûte de fermeture, c'est un travail quasi d'orfèvre, c'est remarquable. Voilà d'autres inscriptions anciennes, celle-ci c'est une 1882. Voilà, parfois dans les endroits où nous devons nous rendre, il y a parfois peu de place. Des exemples on a descendu son lit. L'île, là aussi, quelques photos d'ambiance où vous voyez là la nappe de la craie. Donc c'est un lien direct avec la ressource en eau, puisque vous le savez peut-être, mais la nappe de la craie sert à l'alimentation en eau potable de votre robinet à hauteur de 50%. Donc elle a un enjeu stratégique majeur, puisque la contamination de cette ressource en eau peut mettre en grande difficulté le territoire dans son alimentation en eau potable. Voilà des exemples de choses qui se dégradent. Donc c'est un pilier ici et on verra après ce que ça peut provoquer quand ça vient à se dégrader. Voilà des choses un peu amusantes, Café Le Martin, des catiches, l'os,
Alors là, vous avez aussi des inscriptions très très anciennes. Il faut savoir lire le vieux François, c'est pas toujours très évident. Inscription de 1721. La plus vieille qu'on ait retrouvée, c'est 1650. Les fameuses chauves-souris, les catiches, que je vous ai déjà montré un peu, les déambulations, toujours des catiches, des puits à eau aussi, puisque les carriers, ils avaient besoin d'eau pour s'alimenter, et comme ils savaient qu'ils étaient au pied de la nappe phréatique, et bien souvent, ils vont creuser et faire un puits à eau pour s'alimenter en eau durant leur activité. La barbe de Capucin, Ronchin, quelques photos d'ambiance, Wattignies. Parfois, on peut aussi retrouver malheureusement des déchets. C'est vrai que c'est compliqué de jeter ces déchets dans des lieux appropriés, donc on préfère les déverser en carrière souterraine. Je ne ferai pas de commentaires. Donc voilà, par exemple, un exemple de rejet d'eau usée. Et voilà, nous, dans quoi nous allons marcher. C'est relativement peu sympathique. Alors, intéressons-nous maintenant un petit peu au risque. On va s'intéresser à la circulation dans ces édifices souterrains, puis après à ce qui peut se passer en surface. Le premier risque, quand on circule en carrière souterraine, c'est de se perdre. Il existe un record à battre, que je n'invite pas forcément à battre. Le record, c'est 5 adolescents qui, un dimanche après-midi, décident d'aller faire une balade dans les carrières de Leuzen pour aller chercher le fameux lieu dit le Lac Bleu, qui est un lieu assez magique. Malheureusement, ils ne vont pas le trouver et ils ne retrouveront jamais la sortie. Au plus fort de la crise, c'est 600 secouristes qui vont être mobilisés. Ils seront retrouvés 5 jours plus tard, vivants, mais avec une belle frayeur à la clé puisqu'il fallait les chercher dans 70 hectares de carrières souterraines. Et à cette époque, les techniques de recherche n'étaient pas assez développées. Aujourd'hui, on a quelque chose qui fonctionne bien, c'est le chien, qu'on descend en carrière souterraine, et le chien, il est formé à chercher l'odeur qu'il manque. On fait régulièrement des entraînements avec les pompiers, et aujourd'hui, quand le chien arrive, en moins de 30 minutes, on a retrouvé les individus égarés. Ça nous arrive encore de temps en temps de devoir mobiliser l'équipe cynophile pour rechercher des individus égarés en carrière souterraine. Le deuxième risque, c'est la noyade, puisque les carrières, avec le battement de la nappe phréatique, peuvent être ennoyées de façon plus ou moins importante. Le troisième risque, qui est peut-être le plus grave, c'est l'asphyxie. Il faut savoir que dans nos carrières souterraines, certaines voient leur taux d'oxygène diminuer en été et diminuer de façon assez importante. Ici, vous respirez à 21% d'oxygène, donc tout va bien, et on a certaines carrières souterraines où le taux d'oxygène peut descendre à 14%. À 14%, alors pour vous donner un petit ordre d'idée, quand vous descendez dans un édifice souterrain où le taux d'oxygène est à 18,5, vous allez encore savoir marcher, mais vous allez sentir qu'il vous manque un petit quelque chose en énergie. À 18% d'oxygène, vous commencez vraiment à avoir chaud et vos mouvements sont beaucoup moins aisés. À moins de 16% d'oxygène, vous êtes à 2 doigts de tomber dans les vapes et de ne jamais remonter. Nous, quand on descend en carrière souterraine, on a en permanence un détecteur multigaz avec bien évidemment le suivi du taux d'oxygène.
et on a des seuils à partir desquels, en deçà, on arrête l'inspection et la surveillance. Et aujourd'hui, j'ai quelques carrières qui sont vraiment dangereuses. Et moi, ma plus grande crainte aujourd'hui, c'est que des individus rentrent dans ces carrières sans ces fameux détecteurs à oxygène, et je sais qu'on les remontera pas forcément vivants. Donc ça, c'est un vrai sujet. Quatrième sujet, c'est la pollution d'origine anthropique. Donc là, vous avez une pollution domestique, rejet d'eau usée. Alors c'est catastrophique pour plusieurs raisons. La première, c'est sur l'état de stabilité, puisqu'à force de faire couler de l'eau sur la craie, il va générer un effondrement, et donc il est en train de scier la branche sur laquelle il est assise. Deuxième sujet, c'est que les eaux usées viennent directement contaminer la ressource en eau, la fameuse nappe de la craie. Et enfin, troisième sujet, c'est qu'à force de déverser des matières fermentescibles, eh bien, on vient manger l'oxygène de la carrière et la rendre inaccessible pour l'humain, pour la surveillance et l'inspection. C'était liquide, ça peut être aussi solide. Hein. L'humain a montré qu'il pouvait être imaginatif. Et donc c'est vrai, quand vous avez un effondrement, plutôt que de faire les choses dans les règles de l'art, eh bien, vous allez vouloir combler le trou avec vos déchets ménagers. Donc, on retrouve les mêmes sujets de pollution, d'atteinte de la ressource en eau. Donc là, c'est du déchet particulier, mais on a aussi eu dans le passé des rejets industriels, donc là de matières dangereuses, qui ont été déversées directement dans le milieu naturel. Voilà un exemple pas très loin d'ici où on avait carrément une décharge et les jus de la décharge sont venus intégralement recouvrir de noir la craie. Donc là, on a affaire à une belle pollution. Et enfin, le dernier risque, l'explosion, puisque utilisation par les militaires pour le stockage des munitions. Alors la grande majorité de nos carrières ont toutes été démilitarisées, aurais-je envie de dire. Donc, vous ne trouverez plus d'obus, mais ça nous arrive encore de temps en temps de retrouver d'anciennes grenades. Il ne faut mieux pas y toucher. 14-18, 39-45, donc dans ces cas-là, nous, lors de la découverte, on fait appel aux démineurs pour qu'ils viennent récolter ceci. Intéressons-nous maintenant à ce qui peut se passer en surface. Alors, il y a une chose à savoir, c'est que la nature, elle a horreur du vide. C'est comme ça. Et elle va tout faire pour y mettre fin. Alors, c'est une question de temps en général d'ordre géologique. La deuxième chose, c'est que l'ennemi premier de la carrière, c'est l'eau. C'est vraiment l'eau qui va être la grande majorité du temps le souci pour l'état de stabilité des carrières souterraines. L'eau va venir alourdir, va venir saturer la craie. Je ne rentrerai pas dans les considérations géotechniques. On ne peut pas empêcher de pleuvoir. Et donc, voilà, je commence maintenant le musée des horreurs de l'effondrement. Et vous allez voir qu'il peut y avoir des choses plus ou moins fâcheuses qui vont se produire. C'est agréable de se lever un matin et de voir son jardin dans cet état. C'est un champ, donc l'enjeu de surface est somme toute limité. Ce qui reste d'une station d'épuration, d'une station essence, pardon. Un trottoir, ça c'est à Paris. C'est une maison dans le département du Nord, ce qui reste d'une autre maison. Là, c'est un puits d'extraction dont sa fermeture a cédé, et donc vous avez brutalement un accès de 10 mètres de profondeur. Donc il ne faut pas être au moment où ça casse.
Alors sur ces ruptures de bouchons, on a plein d'anecdotes. Je vous en donnerai deux. Une fois, une personne âgée qui habitait l'Aisne et qui nous dit « Monsieur, mon sapin a disparu. » Ah. On arrive. Donc effectivement, le sapin, il était à l'aplomb du puits d'extraction. Sa fermeture a cédé et hop, le sapin a été englouti. Une autre fois, c'est un monsieur qui aussi nous appelle et il nous dit, j'étais au départ un peu surpris de son appel, il dit « Monsieur, mon barbecue a disparu ». Je ne voyais pas trop ce que je pouvais faire pour lui, mais je lui demande « Mais vous habitez où ?» Je vois directement qu'il est sur carrière souterraine, il me décrit son barbecue, je fais « On arrive ». Effectivement, le barbecue était tombé sous terre. Il était tombé dans la nuit de dimanche à lundi. Le samedi, il était en train de cuire sa viande sur le barbecue. Ça s'est joué, vous voyez, à pas grand-chose. Vous voyez d'autres types d'effondrements. Alors, je ne rentre pas dans les mécanismes de rupture, puisque ce n'est pas l'objet de mon intervention. Vous avez l'accès à une cave soudaine dans votre maison. C'est sympathique. Un trottoir ou ce qui reste d'un jardinet à Fâche-Tuménil. Ça, c'est à l'île Sud, où brutalement, à 7 h du matin, le sol va se dérober et former un effondrement de 8 mètres de long, de 4 de large et de 4 mètres de profondeur. C'est un beau bébé. À Los, voilà ce qui s'est produit une fois, dans un autre site, dans un cimetière. Vous voyez que la ligne d'horizon a quelque peu changé avec l'effondrement. Et certains connaîtront bien. Donc ça, on est à Seclin. L'anecdote, elle est la suivante. On est dans un garage automobile. Et le matin, les employés arrivent et remarquent cette fissure étrange en se disant il y a peut-être un problème. Ils vont tout de suite le signaler à leur responsable qui a la bonne idée immédiatement de faire évacuer tout le monde. Et au moment où il appelle les pompiers, voilà ce qui se produit. Et voilà ce qui se produit quelques minutes plus tard. Un énorme effondrement. Alors j'ai, si vous le voulez, une petite vidéo. De l'effondrement, vous voyez le beau bébé, hein, donc ça s'est passé entre deux catiches, où la connexion entre deux catiches a cédé, et d'un seul coup, vous avez deux catiches qui sont devenues béantes, générant en fait la rupture de la fondation de la construction. Donc effectivement, il ne faut pas être là à ce moment-là. Les carrières souterraines de créer rentre dans la catégorie des risques naturels majeurs. Un risque naturel majeur, c'est quoi? C'est un risque dont la probabilité de survenue est faible, mais quand il survient, les dégâts sur les biens et les personnes peuvent être plus ou moins considérables. Après, j'ai une autre petite vidéo. Je ne dis pas que mon terrain de jeu, c'est Seclin, mais on a eu quelques cas récents, amusants. Donc ça, c'est là aussi un magnifique effondrement qui s'est produit récemment. Par chance, la surveillance qu'on mène avait pu identifier la zone fragilisée, donc on a pu tout de suite mettre un périmètre de sécurité. Et 3 semaines après, c'est la rupture, bête et brutale, avec un magnifique effondrement qui fait là aussi en dimension 9 mètres par 4 par 10 de profondeur. Et sur cette anecdote-là, ce qui est intéressant, c'est que quand on a sensibilisé l'agriculteur en disant voilà, il y a un périmètre de sécurité, il ne faut vraiment pas y aller parce qu'on est à 2 doigts de la rupture.
l'agriculteur nous disant en premier temps, oh, vous exagérez quand même, l'effondrement se produit, ah, vous avez bien fait de m'interdire la zone, parce que là, le tracteur descendait, vu la taille, descendait intégralement dans l'édifice et on aurait eu probablement un blessé grave, ce que l'inspection a permis d'éviter. Alors, revenons sur nos... Ouais, Alors, un seul mot d'ordre, la prévention. J'aime beaucoup cette citation qui dit que la prévention des catastrophes naturelles implique de la part des élus une intégrité surnaturelle. Intéressons-nous maintenant à la question du patrimoine. Nous, ce qu'on fait dans le cadre de notre métier, c'est certes la surveillance des carrières souterraines pour éviter justement les drames humains, donc c'est de travailler sur la prévention, mais également, ce qu'on fait en plus de notre inspection, c'est qu'on vient systématiquement relever et identifier les lieux où nous avons des inscriptions, des choses que nous, on trouve intéressantes. Et donc, on s'est amusé depuis le début du service des carrières à photographier, cartographier, recenser, positionner tous les graffitis, dessins qui ont un objet, une valeur que nous, on considère de patrimoniale. Et donc, vous avez plein d'exemples. Alors, d'ici, vous ne les verrez peut-être pas tout à fait particulièrement bien, mais on a des signatures, des dessins, des représentations de plantes, des témoignages. Mes amis, voilà ma chambre de 1814 à 1815, fait le 31 de mai, Armand Liagre. Donc voilà, nous, on trouve ça assez touchant et ça a un intérêt également historique. Alors, je vais le passer. On peut aussi retrouver des outils ou des objets divers et variés, et là aussi, on les collecte dans l'idée qu'un jour, on arrivera peut-être à créer un musée de la carrière souterraine, et tous ces objets pourront être donnés au musée pour venir enrichir un fond. Donc on va retrouver des chandeliers, des bougeoirs, on va retrouver également des manches à outils, parfois des baïonnettes de 14-18 ou peut-être de 1870, pour l'instant je ne suis pas capable de les dater. On va retrouver des différents pots, des fossiles également, puisque nous sommes dans la craie, le Crétacé, et on va retrouver une multitude de fossiles. Ça peut être des dents de requin, des aménonites. Fut un temps, a même été découvert une tortue fossilisée qui porte le nom de Leuzenus, et j'ai oublié son nom complet, et qui est aujourd'hui au musée d'histoire naturelle. On va retrouver aussi d'anciennes lampes à huile, de mineurs, différents outillages. Je ferai un petit clin d'œil à mes amis de l'archéologie. Ils en parleront 1000 fois mieux que moi, mais ça me semblait aussi important de le souligner et de l'indiquer. On a la chance sur la ville de Seclin d'avoir un service archéologie, et ce service archéologie s'intéresse aussi à la thématique des carrières souterraines, et ils ont fait ces derniers temps des découvertes très intéressantes qui nous ont permis de montrer que en fait, l'exploitation de la craie, elle n'avait pas démarré au XIe siècle, mais que dès l'époque gallo-romaine, les hommes vont exploiter, alors de façon plutôt archaïque, on va exploiter des puits et on va remonter la craie. Alors, ce n'est pas des chambres et piliers comme je vous l'ai montré, mais on va exploiter un peu la craie. Les Romains aussi vont avoir des exploitations. Alors, ça va être des exploitations plutôt à ciel ouvert, puisque les Romains sont les
Gaulois, pardon, sont de très bons agriculteurs. Et donc, c'est ces découvertes archéologiques qui viennent enrichir la connaissance de l'exploitation de la craie et qui sont particulièrement intéressantes. Et nous, au service des carrières, on aime particulièrement échanger avec le service archéologie de la ville de Seclin, parce que je trouve qu'on s'enrichit mutuellement. Il y a aussi d'autres découvertes qui ont pu être faites par ces derniers, puisque souvent les carrières, elles ont été aussi remblayées. Les déchets déversés dans ces derniers, eh bien, les déchets d'il y a 150 ans ou 200 ans, c'est aussi des traces de l'histoire qui vont raconter des choses sur les modes de vie des populations de cette époque. Alors, intéressons-nous maintenant à la question des carrières souterraines vis-à-vis des documents anciens. J'ai mis en nombre limité, quoique aujourd'hui, depuis le mois de mai de l'année dernière, une thèse a commencé chez nous, et c'est une thèse qui s'intéresse à l'histoire des carrières souterraines. Et au démarrage de cette thèse, on se disait, tiens, on ne va pas retrouver énormément de documents. Et après un peu plus de 6 mois de bibliographie, on est particulièrement enchanté parce qu'on a retrouvé beaucoup plus de documents qui vont permettre de faire avancer déjà la thèse. Et je vous expliquerai après pourquoi pour nous c'est particulièrement intéressant. Alors, sur les livres anciens, on va retrouver un livre que certains connaissent qui s'appelle Georgi Agricolae, qui va parler en 1556 des exploitations souterraines. On va retrouver aussi l'album de Croix, où sur l'album de Croix, on a une planche destinée à la ville de Leuzen. Et sur cette planche de la ville de Leuzen, on voit quoi? On voit des carriers qui sont à l'aplomb d'un puits d'extraction et qui sont en train de remonter des moellons de craie. Donc voilà, on sait déjà qu'on exploitait le sous-sol. Alors, nous, les documents qui ont été trouvés dans le cadre de cette thèse qui se poursuit sont intéressants parce que ce sont des documents qui viennent régencer soit la vente de blocs de craie, soit les risques qui y sont associés. Mais également qui vont aussi nous fournir des traces comme un peu des factures d'achat de blocs de craie. Ainsi, on a retrouvé une convention du 10 décembre 1605 entre le magistrat de Lille et 5 carriers de Leuzen qui demandent la fourniture de 50 000 parpaings, donc de blocs de craie, pour la construction des jésuites. De la même façon, en 1605, un autre document entre la ville de Lille et une personne qui produit de la chaux qui va être signé. On va retrouver également des sommes et des montants, combien coûtait la production de blocs de craie ou également la production de chaux. En autre document, là, ça va être la justice qui va trancher. Et donc, on a ici, dans ce document-là, qui est intéressant, où la justice de lilloise va sanctionner un carrier qui fait du monopole. Et donc, la justice du territoire va interagir pour casser ce monopole et pour pas que nous ayons une inflation des prix. C'est la Standard Oil avant l'heure. De la même façon, on va avoir la justice qui va se prononcer sur des conflits. Ici, on a un écrit où on sent quand même un peu le juge un peu embêté parce que le plaignant, il se plaint de qui? Il se plaint de Vauban, qui est directement missionné par Louis XIV, et il se plaint de quoi à Vauban? Vauban le carrier lui a fourni des pierres à Vauban, et Vauban n'a pas payé. Et donc le carrier se retourne vers la justice, et il dit, non mais Vauban, il faut qu'il paye maintenant.
Et le magistrat, il est un peu embêté parce que, bon, c'est quand même Vauban. Donc c'est délicat, et donc c'est un document particulièrement intéressant qui a été retrouvé. D'autres documents aussi qui ont été retrouvés, c'est parce qu'on a de l'exploitation trop proche des routes structurantes du territoire. Il y a des effondrements, et assez rapidement, le magistrat du territoire va dire non à l'exploitation à l'aplomb des axes routiers du domaine, et dans un environnement proche, c'est interdit. Et donc là, ici, sur la première ordonnance, on a une condamnation de quelqu'un qui est condamné pour une infraction qu'il a commise. De la même façon, sur l'ordonnance du 21 février 1788, de nouveau, une condamnation. De la même façon, le transport des moellons qui sont taillés va être réglementé. Il y a des abus qui sont constatés. Ces abus sont le fait qu'on a un usage excessif des grands bateaux, puisque les carriers veulent absolument transporter rapidement en de grosses quantités. Ça vient perturber la navigation fluviale, et là aussi, on va venir cadrer le fonctionnement du transport des blocs de craie par la voie d'eau, et on va imposer des barges plus petites. De la même façon, les routes, il est observé que les carriers ont pour habitude de charger des charrettes en grande quantité de moellons de craie en les faisant atteler par un très grand nombre de chevaux. Ça vient endommager les routes. Et donc ça nécessite de nouveau de la maintenance plus soutenue. Et là aussi, on va venir cadrer et on va indiquer aux carriers, les charrettes seront plus petites et vous n'aurez le droit de tirer qu'avec 4 chevaux et pas 8 chevaux. Et donc tout ça, ça ne raconte pas directement la vie des carrières, mais indirectement, ça nous apporte des informations intéressantes. On va aussi avoir un autre arrêt pour contrôler l'exportation de matières brutes vers l'étranger, puisque là aussi, de grandes quantités de matériaux sortent du territoire à des fins stratégiques. On va venir limiter la sortie des matériaux qui sont des matériaux essentiels pour la vie du royaume. D'autres ouvrages qu'on va rencontrer qui, eux, qui sont plus contemporains, qui sont de la fin du 19e ou du début 20e, je vous en ai mis quelques-uns, qui sont intéressants, qui sont facilement retrouvables sur la bibliothèque de la BNF, Bibliothèque nationale de France, sur le site Gallica. Donc vous avez l'Artois souterrain, études archéologiques. Vous avez aussi ce livre qui s'appelle L'île et la région du Nord en 1909, où on va venir vous parler des carrières de craie et des catiches. Vous avez d'autres traités de géologie, ici un traité de géologie pratique de la Flandre française de 1852, ou encore dans les archives de Los, on va retrouver des informations. Vous voyez, en 1246, à Los, on sait que l'abbaye achète des terres et y ouvre une carrière de pierre de calcaire, donc XIIIe siècle. Les cartes de l'île aussi vont fournir des informations. Les anciennes cartes de l'île, on va retrouver parfois des endroits où vous avez de l'exploitation de carrières souterraines, comme ici et ici. Alors vous avez un peu du mal à vous repérer parce que les cartes datent un petit peu et qu'entre-temps la morphologie de la ville a énormément changé. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Vous avez également les souterrains de Cambrésis, d'Eugène Bouly qui vous parle de ça en 1847, avec des plans, des informations.
divers et variés. Et de encore plus contemporain, vous avez les ouvrages qui s'intitulent Les souterrains du Nord-Pas-de-Calais, Les souterrains du Nord, Les souterrains de Cambrai, mais également Voyage au centre de Leuzen, qui est sorti il y a quelques décennies et qui est un ouvrage fait par une association et qui est remarquable. Le coût publicité, les activités du service commun des carrières souterraines, eh bien nous, notre métier, c'est la prévention d'un risque majeur. Donc on va faire de la reconnaissance, rechercher de la carrière, on va la cartographier, on va l'inspecter, la surveiller, on va diffuser de l'information aux populations, on va prêter de l'assistance technique, notamment lors des effondrements, mais également dans l'accompagnement des porteurs de projets. On va instruire les permis de construire pour nous assurer que le risque lié aux carrières souterraines est correctement pris en compte dans l'aménagement du territoire. Et enfin, on va s'entraîner assez souvent à la gestion de crise. Voilà ce que je pouvais vous dire dans le temps qui m'était imparti. Il reste encore un peu de temps pour répondre à des questions si vous en avez, ce sera avec plaisir. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé.